Vous savez, s'il n'y avait pas d'autre raison de vivre que d'entrevoir ce monde inconnu à travers l'arc de notre expérience, cela en vaudrait merveilleusement la peine. Mais ajoutez à cela le fait qu'il n'y a pas de personne qui voit le monde inconnu, l'avenir, et ce qu'il réserve de la même manière, nous ne pouvons pas le faire parce qu'il n'y a pas de personnes semblables. En fait, il n'y a jamais eu deux personnes exactement semblables, au cours des millions d'années de développement de l'homme. Et il n'y en aura jamais, y compris des jumeaux à un œuf unique, qui sont en fait une seule personne dans deux corps. Dans son excellent livre, Le contrat social, Robert nous donne la raison pour laquelle deux d'entre nous ne peuvent pas l'être. Exactement. Le principe est qu'une recombinaison dans l'acte de conception, deux parents avec des combinaisons différentes de gènes appariés, apporte la moitié des ressources de chacun à ce qui devient une nouvelle proposition génétique. L'œuf fécondé. Cette recombinaison déterminée au hasard des possibilités parentales est un accident aux possibilités stupéfiantes. Théodosius d'Eschi, un héritier des drosophiles de Morgan et aujourd'hui, philosophiquement le plus égalitaire des généticiens, décrit les conséquences théoriques mondiales. Ainsi, si les parents ont 5 paires de gènes, alors il y a 32 recombinaisons possibles. S'ils ont 20 paires, alors les possibilités s'élèvent à 1 048 576. S'ils ont 32 paires, alors plus de 2 milliards de nouvelles possibilités s'offrent à la progéniture. Pourtant, le plus simple des animaux a des gènes par centaines, et l'être humain en a beaucoup plus. 10 000. Nous n'avons pas de mathématiques compréhensibles pour décrire la chance contre la recombinaison produisant deux êtres humains identiques. C'est un travail. Même nos ordinateurs de nouvelle génération les plus avancés resteraient en court-circuit. Même dans le cas des frères et sœurs, il y a une chance sur 1000 milliards que deux frères et sœurs soient génétiquement semblables, même s'ils ont les mêmes parents. L'accident qui détermine en si grande partie ce que vous ou moi serons interdits l'identique. Chaque mois, un nouvel œuf se glisse dans l'utérus de la femelle d'une espèce, et il n'y a pas deux œufs identiques. Les spermatozoïdes mâles sont produits en quantités incalculables, et pourtant il n'y en a pas deux qui soient identiques. Et lors de la première épreuve de la sélection naturelle, rien ne permet de déterminer quel spermatozoïde aura la chance ou la vigueur supérieure pour gagner la course vers l'ovule. Et l'ampleur de la compétition est telle que, bien qu'un seul être humain soit la conséquence normale de la réalisation, une seule cuillère à café pleine de sperme masculin suffirait à engendrer. Chaque personne vivante sur la Terre aujourd'hui et tous seraient différents. Chaque être humain conçu par recombinaison sexuelle est un accident génétique. Chaque être individuel est comme un pionnier, une aventure biologique, une personne nouvellement arrivée sur Terre. Il n'existe personne comme vous dans votre espèce. L'hérédité commune peut fournir une disposition commune entre contemporains, ou une ressemblance limitée entre ancêtres et descendants, mais la stratégie du sexe nie la prison de l'identique si vous n'avez pas été créé égal. Et ici, nous devons nous demander si vous avez été créés égaux, à quoi, ou à qui vous avez été créés libres. Nous nous tenons donc, vous et moi, dans l'arc de notre expérience et nous faisons face au monde inconnu de demain. Ici, il est bon de se rappeler la citation du livre La nature de l'homme. L'homme tend à réaliser son être dans la mesure où il développe l'amour, et la raison. Maintenant, avec ces objectifs évidemment grands devant nous, le développement de l'amour et de la raison dans la conscience du monde de possibilités qui se trouve devant nous, alors les choses peuvent devenir beaucoup mieux et beaucoup plus intéressantes. Mais comme l'écrit Pierre Berthaud, dans L'avenir de l'homme, qu'est-ce que l'homme, et qui est l'homme ? Qu'est-ce que nous voulons dire exactement quand nous disons ce mot dans ce contexte ? Nous entendons normalement l'adulte masculin occidental, blanc, civilisé. Qui ne représente en fait qu'un très faible pourcentage de la race humaine. Même si nous considérons, peut-être à juste titre, que ce type d'être humain a plus d'importance que le reste de l'humanité. Mais si nous prenons un autre indice, par exemple, un indice statistique, nous voudrions dire et considérer comme typique de l'humanité, le plus grand groupe de race, d'âge et de sexe qui est la jeune femme chinoise. J'aime cette citation parce que, comme un seau d'eau glacée dans notre visage, elle nous redresse, nous ouvre les yeux et nous fait voir l'humanité du point de vue de l'amour et de la raison sous un jour entièrement nouveau. Nos récompenses seront proportionnelles à notre service. Nous sommes ici pour servir les autres êtres humains.
Nous grandirons à travers l'arc de notre expérience vers les opportunités de demain, dans la mesure où nous développerons l'amour et la raison. Maintenant, regardons nos opportunités pour ce qu'elles sont vraiment. Pas locales, régionales, nationales ou continentales, mais mondiales. Universelles. Comment ce que nous faisons peut-il aider les êtres humains partout dans le monde, à servir les êtres humains partout dans le monde, et le faire du point de vue de notre originalité en tant que personne? Cela donne une toute nouvelle dimension au mot « opportunité », n'est-ce pas? Mais pourquoi alors semblons-nous avancer si timidement, si craintivement, à travers l'arc de notre expérience, vers l'avenir? Russell a écrit que nos émotions instinctives sont celles que nous avons héritées d'un monde beaucoup plus dangereux, et qu'elles contiennent donc une part de peur plus importante qu'elles ne devraient. Nous avons mentionné le généticien Théodo dans son livre « L'homme, en évolution ». Il écrit, en changeant ce qu'il sait du monde, l'homme change le monde qu'il connaît, et en changeant le monde dans lequel il vit, l'homme se change lui-même. Et le docteur Frédéric Al Pollock, dans son livre The Future of Man, écrit à travers ces images de l'avenir, nous arrivons à connaître l'homme, qui il est et comment il souhaite être, quelles sont ses pensées, ce qu'il apprécie le plus, ce qu'il pense être digne d'être recherché, et s'il pense que c'est réalisable. Certains types d'hommes ont certains types de visions soumises à leur esprit temporaire. Dites-moi quelle est votre vision du futur, et je vous dirai ce que vous êtes. Eh bien, quelle est votre vision de l'avenir? Que l'évolution a été comparée à un labyrinthe d'impasses, et il n'y a rien de très étrange ou d'improbable dans l'hypothèse que l'équipement natif de l'homme, qui n'est pas supérieur à celui de toute autre espèce vivante, contienne la déficience qui le prédispose à l'autodestruction. Les deux pourraient avoir raison. Loren Eisman. Dans son livre, L'univers inattendu écrit, les évolutionnistes perçant sous le spectacle de la stabilité momentanée ont découvert un cachet dans des organes rudimentaires, les déchets jetés du passé. Ils ont détecté le reptile sous les plumes soulevées de l'oiseau. Les membres terrestres perdus s'amenuisant sous la graisse du satio géant. Ils ont vu la vie se précipiter vers l'extérieur à partir d'un centre inconnu. La justice. Aujourd'hui, l'astronome voit les galaxies s'enfuir dans l'infini de l'obscurité, tandis que les nuages galactiques tournoyants transportent les étoiles et les mondes dans la nuit. Ainsi, la vie, également renforcée par les pouvoirs centrifuges qui se trouvent dans la cellule germinale, disperse l'éclat de la conscience et l'envoie fièrement et en contestation dans les forêts du monde.